Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Bonjour Nicole Belloubet. Le terrorisme occupe hélas une part importante de l'actualité. Ce matin, un homme de 31 ans a tué 3 personnes hier à Liège. Il était sorti de prison lundi et la question se pose. On n'est pas exactement certain de sa radicalisation islamiste ou pas en prison. Des précisions seront sans doute apportées dans la journée par les autorités belges. Mais cette question des personnes radicalisées en prison, avec une prescience qu'autorise évidemment son expérience du terrorisme, le procureur de Paris, François Molins, l'évoquait sur BFM lundi avant l'attentat de Liège. Il disait une vingtaine de détenus radicalisés sortiront cette année, une vingtaine l'année prochaine, et ils sont dangereux, expliquait-il. On écoute François Molins. On court un risque majeur qui est celui de voir sortir de prison à l'issue de leur peine des gens qui ne seront pas du tout repentis, qui risquent même d'être encore plus endurcis compte tenu de leur séjour en prison. Donc il y a un véritable enjeu majeur. Comment faire face à ce risque et comment gérer ce que François Molins appelle un enjeu majeur ? Juste, si vous me permettez, M. Apathy, je voudrais juste dire ma compassion avec nos amis belges. Il se trouve que j'ai beaucoup de liens avec des juristes, des juges constitutionnels belges, et donc c'est quelque chose qui me touche toujours beaucoup. Touché. Voilà, absolument. Mais on peut le comprendre et on comprend bien que ce qui se passe en Belgique, la frontière n'est pas du tout quelque chose d'important, ça nous concerne directement. C'est pas une zone de séparation, ça nous concerne directement. Pour répondre à votre question et en lien avec ce qu'a dit François Molins, évidemment, on ne peut que partager ce que pense et ce que dit François Molins. Je pense toutefois que nous avons mis en place disons, une série de moyens opérationnels qui nous permettent de penser que nous sommes en mesure de suivre ces personnes qui sortiront de détention. Je voudrais, peut-être y reviendrons-nous dans notre discussion, mais d'une part, en détention, il y a un suivi particulier de ces personnes radicalisées. Juste, je redis ici les chiffres. Vous savez qu'on compte à peu près 500 terroristes islamistes qui sont donc en détention et à peu près 1200 détenus radicalisés. C'est pas tout à fait... Des détenus de droit commun qui sont radicalisés, dont on pense... Soit des détenus de droit commun qui sont radicalisés, soit des détenus qui ont été incarcérés parce qu'on pensait qu'il y avait un phénomène de radicalisation à la base. Bref, donc voilà les chiffres. C'est à peu près 500 et 1200. Les 40 personnes dont on a fait part qui sortiront dans les 2 années à venir sont des détenus radicalisés. Et je vous disais que d'une part, ces personnes-là, lorsqu'elles sont en détention, elles sont suivies de manière soutenue. Si vous me le permettez, il y a juste 2 choses que je voudrais dire. Lorsque ces personnes arrivent en détention, elles font l'objet d'une évaluation pour mesurer leur niveau de dangerosité. Bien sûr, nous ne sommes pas là dans une science exacte, nous sommes dans de l'humain. Mais malgré tout, durant plusieurs mois, 4 mois, ces personnes font l'objet d'une évaluation par des psychologues, des médecins, des éducateurs, etc. Donc on mesure leur degré de dangerosité. Ensuite, durant leur phase de détention, ils sont soit à l'isolement complet, lorsqu'on estime que la dangerosité est suffisamment importante pour justifier l'isolement. Soit, et c'est ce que nous avons récemment décidé, ils sont répartis dans des établissements très sécurisés sur l'ensemble du pays. Il y a 78 établissements qui ont été repérés et ils sont là, placés dans des quartiers que nous avons appelés des quartiers étanches, autrement dit dans une prison générale, si je puis dire, mais dans des quartiers étanches. Et à l'intérieur de ce système-là, ils font l'objet d'un suivi. Nous avons expérimenté en effet depuis quelques années à Lille un processus de lutte contre l'engagement violent. Ce qu'on appelait la déradicalisation. La déradicalisation, si vous voulez. Qui paraît un terme aujourd'hui peu approprié. Peu approprié. Parce qu'il est difficile de... Alors, il y a les mots, très bien, on peut ne pas être d'accord sur les mots. Il y a la chose, c'est-à-dire la manière de lutter contre cela. L'expérience que nous avons à Lille, et qui va donc être démultipliée, c'est là encore une prise en charge individuelle, pas avec un suivi pendant de longues semaines de ces détenus, et avec des éducateurs, des psychologues et puis d'autres personnels, nous tentons de lutter contre cet engagement dans la violence. Les premiers résultats que nous avons semblent plutôt positifs, mais
je suis extrêmement modeste. Et ça, nous voulons multiplier. La difficulté à laquelle on est confronté, évidemment, c'est que quelqu'un qui est entré dans cette logique extrémiste, s'il a terminé sa peine, dans quel état psychologique sort-il? Quelle est sa relation à la radicalisation? Avant de vous permettre de continuer, est-ce que je peux vous faire écouter le maire de Nice, particulièrement concerné par le terrorisme, Christian Estrosi? Il était l'invité de Gilles Bronstein hier sur France Info, la télé, et il expliquait que si on n'est pas sûr de l'absence de dangerosité de ce type de détenu, est-ce qu'il faut continuer à le maintenir en prison? Écoutez Christian Estrosi. À partir du moment où le procureur de la République de la lutte antiterroriste lui-même dit que c'est un risque majeur, eh bien que l'on apporte dans notre droit des moyens, notamment à la décision administrative, au pouvoir administratif, au ministre de l'Intérieur, dès lors qu'il est déterminé que c'est une personne extrêmement dangereuse, de pouvoir continuer à le maintenir en rétention tant qu'il n'y aura pas de garantie absolue sur sa non-dangerosité. Est-ce qu'on peut garder en prison quelqu'un qui a purgé sa peine, si on pense qu'il est dangereux? Je comprends, le sentiment que dit M. Estrosi, mais nous sommes dans un état de droit. Oui. Une personne qui a été condamnée à une peine effectue sa peine, et je dois d'ailleurs dire que les personnes condamnées pour terrorisme ne bénéficient pas de crédit de remise de peine, etc. La loi l'interdit. Donc, une personne qui a effectué sa peine, une fois qu'elle l'a terminée, il est contraire aux règles de l'état de droit de le maintenir en détention. Même si on sait qu'il est dangereux? Mais, et d'ailleurs François Molins l'a dit, lorsque nous avons un détenu terroriste qui doit sortir de prison, d'abord sa sortie, 18 mois en amont, est préparée, suivie par un juge antiterroriste vraiment qui va le suivre précisément. Les services de renseignement pénitentiaire qui font l'objet d'une montée en puissance très importante. Nous avons actuellement plus de 300 personnes qui sont dans les services de renseignement pénitentiaire. Ce chiffre va s'accroître parce que ce service de renseignement est devenu puissant, efficace et c'est reconnu comme l'un des tout premiers services de renseignement. Le service de renseignement pénitentiaire suit ces personnes, prépare leur sortie j'ai vu ces fiches, en remplissant des fiches extrêmement précises qui sont, au moment de la sortie, communiquées aux autres services de renseignement et notamment à la sécurité intérieure. Donc, nous savons exactement ce que fait cette personne. Et lorsque cette personne est à l'extérieur, elle est prise en charge, alors à la fois par les services qui sont chargés de son suivi. Cette personne peut faire l'objet de contrôles socio-judiciaires, le cas échéant, si elle est dans cette situation. Et les services de renseignement intérieur ne la lâchent pas. Donc, autant on ne peut pas maintenir en prison quelqu'un qui a terminé sa peine, autant nous sommes en mesure de le suivre de manière extrêmement étroite pour que dès lors qu'il y a le moindre écart, il puisse être à nouveau judiciarisé. Vous restez avec nous, Nicole Belloubet, il est 8h41. Voici l'essentiel de l'info avec Edwige Coupez. Ils espèrent dormir dans un lit ce soir. Les 1500 à 2000 migrants du camp du Millénaire dans le nord-est de Paris évacués ce matin. Des bus les conduisent vers une vingtaine de sites d'hébergement d'Île-de-France. Des hébergements temporaires, le temps que leur situation administrative soit examinée. Un délinquant multirécidiviste de 36 ans en permission pour 2 jours. C'est le profil de l'assaillant qui a tué 2 policières et un jeune automobiliste hier à Liège. La piste terroriste privilégiée par la justice belge. Pas de confirmation officielle pour l'instant sur son éventuelle radicalisation. 1 minute de silence sera observée à la mi-journée. Le gouvernement réunit en séminaire aujourd'hui à l'Élysée pour faire le point sur les réformes à venir, sur leur calendrier et pour s'accorder aussi sur la question des aides sociales. Faut-il les supprimer? Faut-il les réduire? Lesquelles? La prime d'activité notamment est pointée du doigt. Grêle, rafales et pluies torrentielles. Nouvelle alerte aux orages cette nuit sur une large bande des Pyrénées à l'Alsace. 39 départements au total sont en vigilance orange. Il devrait tomber l'équivalent d'1 mois de pluie dans le sud-ouest. France Info. Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Sur ces détenus radicalisés en prison, encore une question, Nicole Belloubet. Est-ce que les dispositions législatives suffisent ou est-ce que vous envisagez pour soutenir l'action de l'administration, de ceux qui doivent éventuellement suivre ces personnes qui vont sortir de prison? Est-ce que vous envisagez des mesures législatives nouvelles et particulières?
Si vous voulez, moi je trouve qu'on a un arsenal législatif qui est déjà extrêmement développé. Donc je ne suis pas certaine, au moment où nous parlons, qu'il faille le compléter à nouveau à chaque fois qu'il y a un attentat. Je pense qu'on est davantage dans une question d'efficacité opérationnelle. De ce point de vue-là, à la fois, il y a des renforcements d'effectifs de policiers. Le Premier ministre l'a confirmé à nouveau hier sur le quinquennat. Dans la loi que je présenterai relative à la justice, que je présenterai à l'automne au Parlement, il y a également... C'est une loi de programmation, des moyens supplémentaires importants, à la fois pour le renseignement pénitentiaire, mais aussi pour les personnels pénitentiaires, puisqu'ils jouent un rôle, les personnels de surveillance notamment, et les services d'insertion et de probation jouent un rôle essentiel dans la prévention et dans le suivi des détenus terroristes. Donc je crois qu'on est plutôt dans la nécessaire articulation, toujours à améliorer, de l'ensemble de ces services entre le renseignement pénitentiaire, les autres renseignements. Je crois que les choses marchent déjà bien. Il faut toujours chercher à améliorer. Et il y a une chose que j'ai un peu de mal à comprendre. Un détenu sort. On sait qu'il est potentiellement dangereux, mais s'il est libre, comment continuer à le surveiller? Sur quelle base peut-on continuer à observer ce qu'il fait? Vous savez, les services de renseignement ont des moyens extrêmement puissants qui permettent de savoir où sont les gens. Et je le dis aussi... Si on est libre, quelle est la légitimité de l'assurance? Si on a purgé sa peine, quelle est la légitimité de la surveillance? Non, les services de renseignement suivent des gens d'un point de vue administratif. Il y a, je le disais également, des services, des obligations parfois. Il y a un point dont nous n'avons pas parlé. Il arrive qu'une personne sorte de prison et fasse l'objet d'un suivi socio-judiciaire. Parce qu'il a été décidé. Parce que cela a été décidé par un juge. Et dans Mais ce cas-là, ça n'a pas été décidé. Oui, dans ce cas-là, je vous le dis, c'est les services de renseignement qui travaillent. Mais le suivi socio-judiciaire, et je pense à un dispositif qu'on a mis en place qui s'appelle le dispositif RIVE, qui est porté à la fois par l'administration pénitentiaire et par des associations, et qui permet vraiment également de contribuer puissamment au suivi et à la réinsertion. Et vous avez bien conscience, Nicole Belloubet, du potentiel polémique si jamais un individu radicalisé sorti de prison commettait un acte de terrorisme. J'en ai conscience, monsieur Apathy, j'en ai conscience. La polémique serait terrible. Je voudrais dire ici, bien sûr que j'ai conscience de cela, ce que je voudrais dire ici, c'est que nous avons vraiment des maillons, aussi bien du point de vue de la loi que du point de vue des services de renseignement, extrêmement serrés. Et que c'est cela sur lequel nous travaillons. Ce qui s'est passé hier en Belgique est assez significatif. Le vice-premier ministre belge Didier Reynders, c'était notre invité tout à l'heure sur France Info, et il pointait du doigt le profil particulier de cet assaillant qui, finalement, disait-il, est à la frontière entre la délinquance, le droit commun, d'une certaine façon, et la radicalisation, qui d'ailleurs, à cette heure, n'est pas encore formellement avérée, en tout cas les conditions de cette radicalisation. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète, ce profil un peu particulier d'un homme qui était sorti 13 fois précédemment pour des courtes périodes de prison? Encore une fois, je ne sais pas si nous devons être dans l'inquiétude. Je suis plutôt dans l'action que dans l'inquiétude. Je suis lucide, mais dans l'action plus que dans l'inquiétude. Et dans l'action, je me dis, pardonnez-moi, je me répète, que nous devons conjuguer plusieurs éléments. Le renseignement pénitentiaire, le suivi par tous les services d'administration pénitentiaire et également les suivis de nature psychologique. C'est un point sur lequel, là, nous allons travailler avec ma collègue Agnès Buzyn, non pas qu'il n'y ait rien, mais je pense qu'il faut vraiment densifier cet aspect-là qui est également important. Et donc je pense que c'est la conjugaison et le croisement de tous ces suivis qui devraient nous permettre d'éviter ce type de difficultés. Agnès Buzyn, que vous avez citée, ministre de la Santé. Oui. Une autre question est posée, alors elle est devant nous depuis quelque temps déjà, ces personnes fichées, soit le fichier S, soit le fichier plus pointu, FSPRT, fichier des signalements pour la prévention et la radicalisation à caractère terroriste. Le président de la République a dit, on va l'entendre la semaine dernière, que peut-être il serait bon d'imaginer des procédures pour que ce fichier, qui est aujourd'hui un fichier policier, un fichier administratif, soit communiqué pour partie aux maires dans les communes où pourraient habiter ces personnes et qui y sont fichées. On écoute Emmanuel Macron. Les personnes qui sont identifiées comme les plus à risque, qui sont dans ce qui s'appelle un fichier qu'on appelle FSPRT, ces personnes-là, pour les plus sensibles, il est normal que le préfet ait maintenant de manière systématique et dans une charte qu'on va rendre transparente, un dialogue avec les maires pour pouvoir échanger.
Est-ce si normal que cela et quelle procédure faut-il imaginer pour que les libertés publiques soient respectées des personnes qui sont dans un fichier administratif qui ne le savent pas? Si leur nom est évoqué auprès des autorités municipales, à quoi les expose-t-on exactement? Ça pose beaucoup de questions. Oui, je crois que vous avez bien posé les 3 termes du problème, à la fois la protection des libertés, en même temps l'efficacité des services de renseignement, oui. Parce que si la personne est au courant du fait qu'elle est suivie administrativement, elle risque de modifier son comportement. Et en même temps, on comprend bien l'exigence parfois ou l'intérêt que les maires peuvent avoir à savoir qui dans leur commune, etc. Mais il ne faut pas, évidemment, que ce dialogue, j'insiste sur le terme, le président de la République a parlé de dialogue. Il n'a pas parlé d'un accès direct. Il a parlé d'un dialogue. Il ne faut pas, évidemment, que ce dialogue contrevienne à l'exercice des libertés que nous devons également faire respecter. Comment faire alors? C'est compliqué. D'abord, je voudrais dire qu'actuellement, l'accès à ces fichiers est autorisé à un certain nombre de personnes. Les préfets, bien sûr, les services d'enquête, de renseignement, et également certaines administrations. Vous savez, par exemple, que l'administration de l'éducation nationale peut avoir un accès à ces fichiers pour éviter, évidemment, d'employer des personnes qui seraient extrêmement dangereuses en contact avec les enfants. Mais les élus n'y ont pas accès. Les élus n'y ont pas accès directement. Et la question qui est posée, c'est celle-là. Absolument. Moi, vous seriez favorable ou pas? À titre personnel, je ne suis pas favorable à ce que les élus aient un accès direct à ces fichiers. En revanche, on peut imaginer des procédures de dialogue avec les préfets qui sont détenteurs de la possibilité d'y accéder. Et donc, on peut imaginer un système qu'il convient d'élaborer. Je n'ai pas, au moment où je vous parle, la procédure telle qu'on pourrait la mettre en place. Vous êtes associé à une réflexion sur ce sujet? On va la lancer. On va la lancer. Parce que le président de la République ne cite que le ministre de l'Intérieur. Ah oui, non, mais ça c'est vraiment... Bien sûr, je suis associée toujours à ce type de réflexion. Parce qu'on peut s'étonner qu'il ne cite que le ministre de l'Intérieur. Alors je ne m'en étonne pas du tout. Je pense qu'il est dans un dialogue. Vous avez vu son discours. C'est vraiment pas pensé au sens je vais exclure. Vraiment... Donc si on comprend bien, il n'y aurait pas forcément un accès direct. C'est-à-dire que les maires ne recevraient pas eux-mêmes, par exemple, la liste, mais pourraient éventuellement demander si dans leur commune... Soit demander, soit on pourrait imaginer un système d'information réciproque. C'est-à-dire que les préfets signalent l'existence. Mais il faut que ça se fasse sous un certain nombre de conditions. À quelle échéance? Parce que là... à quelle échéance ça pourrait se faire? Cette décision pourrait se prendre dans quel délai? Je ne sais pas, mais ça me semble c'est une question d'organisation administrative. Ça peut être rapidement. Assez rapide, oui. Le président de la République disait que d'ici juillet, il serait bon qu'une procédure soit inventée. Tout à fait possible. C'est une procédure à mettre en place, donc ça ne me semble pas extrêmement complexe. Mais il faut à laquelle vous le dites, vous serez associé. Ah oui, il faut veiller absolument à ce que la vie des individus en question ne soit pas paralysée. Je rappelle que ce sont des personnes qui sont suivies administrativement. Ce ne sont pas des personnes qui ont commis des actes répréhensibles. Elles sont suivies administrativement parce qu'on s'interroge. Voilà, nous ne sommes pas dans un système de délation qu'il faudrait... Parce qu'il y a à la fois la présomption d'innocence à préserver et il y a le risque de les désigner à la vindicte publique sans savoir ce qu'on leur reproche. Oui, alors je crois qu'il y a eu des expériences conduites en Grande-Bretagne sur ce sujet qui ne se sont d'ailleurs pas révélées extrêmement fructueuses, d'après ce que j'ai cru lire. Donc il faut vraiment être très attentif à cela. En revanche, il ne me semble pas anormal que les premiers magistrats d'une commune disposent d'un certain nombre de renseignements. Vous restez avec nous, 8h51, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. Jean-Luc Mélenchon a-t-il surfacturé certaines dépenses de campagne au profit de ses proches? C'est ce que veut vérifier le parquet de Paris avec l'ouverture d'une enquête préliminaire. En février dernier, France Info révélait que le candidat de la France Insoumise avait rémunéré une partie de son équipe via une association créée justement par certains de ses soutiens. Vers une évacuation prochaine des 2 autres gros camps de migrants à Paris, celui du canal Saint-Martin et celui de la Porte de la Chapelle. Ce matin, celui de la Porte de la Villette a été évacué. Les 1500 à 2000 migrants qui étaient installés ont été emmenés en bus vers des hébergements temporaires d'Île-de-France. Pas de revendication pour l'instant à Liège au lendemain de la fusillade et de la mort de 2 policières et d'un jeune automobiliste tué par un détenu multirécidiviste en permission. Pour le maire de la ville, son objectif était clair, c'était d'attaquer des policiers. L'enquête a d'ailleurs été confiée au parquet antiterroriste. C'est le début du 2e tour aujourd'hui à Roland-Garros et la fin des matchs qui n'ont pas pu être joués hier pour cause des orages, ceux notamment de Bento, Herbert et Chardy. 10 autres Français sont en lice aujourd'hui et 3 prétendants au titre sont sur les cours. Djokovic, l'Allemand Zverev et l'Autrichien Thiem. France Info.
Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice, et l'invité de France Info ce matin. Jean-Michel Apathy. Vous avez évoqué, Nicole Belloubet, le projet de loi que vous présenterez à l'automne au Parlement sur la modernisation et la rénovation de la justice. En quelques mots, vous avez abandonné l'idée du parquet national antiterroriste. Pourquoi ? Ah non, je ne l'ai pas abandonné. Non, je ne l'ai pas abandonné du tout. Ça n'est pas dans le projet de loi tel non, que vous l'avez présenté en avril ? Non, parce que, mais j'avais eu l'occasion de le dire, le Conseil d'État a fait quelques observations sur ce que nous avions proposé, ce qui nous a conduit à reprendre la réflexion. Mais je n'ai absolument pas abandonné cela. Il sera présenté dans le projet de loi à l'automne ? Ça n'est pas exclu. Si ce n'est pas dans le projet de loi, ce sera dans un texte voisin. Mais on n'a absolument pas abandonné cette idée. Encore une fois, parce que je crois que la lutte contre le terrorisme vraiment nécessite une concentration puissante des efforts. Vous savez que le travail absolument remarquable que fait François Molins ne lui ôte pas la charge du parquet de Paris qu'il a par ailleurs. Bien sûr. Nous avons pensé qu'avoir un parquet exclusivement consacré à l'antiterrorisme serait peut-être plus pertinent. Et c'est toujours donc votre intention. Absolument, et on verra comment elle se concrétisera. Vous êtes gardienne des libertés publiques, Nicole Belloubet. Ah, je crois, oui. Alors je voulais vous soumettre cette déclaration qui a étonné beaucoup de monde. Elle est signée Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur. C'était samedi dernier. Si on veut garder demain le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, il faut que les personnes qui veulent exprimer leur opinion puissent aussi s'opposer aux casseurs et ne pas, par leur passivité, être d'un certain point de vue complices de ce qui se passe. La passivité des manifestants les rend-elle complices des casseurs, Nicole Belloubet ? C'est presque une question de droit public. C'est une question de liberté. On pourrait poser à des étudiants de je ne sais quelle année d'études juridiques. Moi, je trouve que la difficulté à laquelle nous nous heurtons lors de manifestations publiques de cette nature, pour pouvoir sanctionner les personnes qui ont commis des actes répréhensibles, c'est une difficulté probatoire. Il faut absolument que nous puissions apporter la preuve. Et vous savez évidemment à quel point c'est difficile d'apporter ces preuves, parce que les forces de l'ordre, quand elles sont dans l'interpellation ou dans l'acte d'empêcher que se commettent de tels délits, ne sont pas toujours dans le recueil de la preuve. Donc évidemment, cela rend les choses tout à fait difficiles. Vous ne répondez pas tout à fait la liberté. À ce qu'a dit le ministre de l'Intérieur, qui dit si les manifestants sont passifs, ils sont complices des casseurs. Ce n'est pas le mot que j'aurais employé. Je n'emploierai pas le mot complicité parce que, encore une fois, moi je pense que ce qui importe, c'est vraiment de pouvoir recueillir des preuves. Donc, j'emploierai pas le mot complicité. Vous avez sursauté en l'entendant parler comme ça ? Je n'emploierai pas le mot complicité. Vous savez, je pense que dans une interview, il est toujours possible d'avoir un mot qui soit pas exactement conforme à ce qu'exigent les règles de droit. Et je n'en tiens évidemment pas rigueur au ministre de l'Intérieur. Vous en avez parlé ? Non, parce que je n'ai pas dû le revoir depuis. Si on veut garder le droit de manifester. Oui. Incroyable d'entendre le ministre de l'Intérieur dire si on veut le garder, bien sûr. Non, mais le droit de manifester, il est dans la Constitution. Oui, donc on veut le garder. Il est même dans notre déclaration des droits de l'homme et du citoyen, donc il n'y a vraiment aucune... Il y avait plusieurs raisons de sursauter en l'entendant, vous en convenez ? Non, mais si vous voulez me faire dire que je m'oppose à mon collègue Gérard Collomb, je ne le dirai pas. Non, mais vous pouvez être je ne le dirai pas. Non, mais je défends les libertés publiques. Clairement. Je dis que le droit de manifester, il est dans la Constitution. Je dis qu'on ne peut pas utiliser le mot complicité. Forcément, il n'a pas nécessairement été utilisé dans la conformité aux exigences juridiques. Pour autant, je sais la difficulté d'une interview telle qu'elle peut être faite. Il connaît bien la difficulté de l'interview, Gérard Collomb. Et vous aussi. Et nous aussi. Et vous aussi. Et là, en plus, il n'avait pas des questions très méchantes. Il est vraiment parti tout seul sur ce terrain. Deux questions d'actualité rapidement, Nicole Belloubet. Vous savez, nous travaillons beaucoup avec Collomb. Vous voyez par exemple l'histoire du fichier S qui s'était évadé lors de son extraction médicale à Brest, qui vient d'être récupéré. C'est évidemment un travail avec les forces de l'ordre et c'est essentiel. Et je trouve, d'ailleurs dans le projet de loi que je porterai, le travail qui a été fait avec les forces de l'ordre sur l'aspect enquête est également extrêmement important pour la sécurité des Français. Et donc, on n'est pas dans l'opposition, on est dans la complémentarité, mais dans le respect de nos compétences. Éric Woerth a été mis en examen dans le financement libyen supposé de la campagne présidentielle de 2007 de Nicolas Sarkozy. Peut-il rester, c'est une question d'éthique, président de la Commission des Finances, d'après vous, Nicole Belloubet ? Vous savez, ça m'est très difficile de prendre une position sur ce sujet-là pour deux raisons. D'abord, il y a une enquête judiciaire, donc moi je n'interviens pas du tout. Et d'autre part, je respecte l'autonomie des assemblées. Et ce n'est certainement pas à un membre du gouvernement de dire ce que l'Assemblée doit décider.
Deuxième question, Jean-Luc Mélenchon sera questionné par des policiers spécialisés sur le financement de sa campagne électorale. Certaines dépenses poseraient problème. Il s'étonne, beaucoup de gens s'étonnent qu'Emmanuel Macron ne le soit pas aussi, puisque des ristournes ont été opérées par une société, GL Events, à la campagne d'Emmanuel Macron, ce qui contredit assez formellement l'article L52.8 du Code électoral. Les entreprises ne peuvent pas financer les campagnes électorales. Que fait le parquet national financier, Nicole Belloubet? Écoutez, il y a sur le contrôle des comptes de campagne des dispositions extrêmement drastiques, des contrôles qui sont effectués par les commissions ad hoc. Ces contrôles Mais pourquoi le parquet national financier ne s'interroge pas sur ces contrôles ont été faits. Les cadeaux de GL Events? Non mais le parquet national financier est aussi, évidemment, prend en compte ce qu'ont dit les organisations indépendantes. Il n'y a pas de poids de mesure. Il y a un contrôle qui est fait par des commissions tout à fait indépendantes qui contrôlent les comptes de campagne. Lorsque celles-ci relèvent des irrégularités, elles passent ensuite, y compris au Conseil constitutionnel. Je crois que tous les contrôles ont été effectués. Merci beaucoup Nicole Belloubet, très bonne journée.